Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue à l'émission Wall Street Insider. Les chiffres de l'emploi aux États-Unis selon l'ADP, donc les créations d'emplois dans le secteur privé aux États-Unis, viennent de tomber. Le consensus se situe à 210 000 créations d'emplois. Donc pour le solde net, le chiffre sort à 213 000, donc légèrement supérieur aux attentes. On voit que ça entretient plutôt le mouvement ascendant sur la paire euro-dollar. Il reste un chiffre cet après-midi, attendu à 15h45, si mes souvenirs sont bons, la dernière estimation du PMI dans le secteur manufacturier aux États-Unis. Donc ça, ce sont pour les chiffres importants cet après-midi. Donc on a un certain nombre de choses à voir ensemble. Vous avez sous les yeux ici la paire euro-dollar en chandelier journalier. Donc on voit qu'elle teste plus ou moins à proximité un de ses plus bas d'hier. On fera un zoom sur ce qui se passe sur cette paire de devises et sur ce qui s'est passé entre 2011 et 2012, puisque concrètement 2011-2012, été 2011, été 2012, c'est la précédente phase baissière, et cette phase baissière avait été entrecoupée de rebonds techniques, parfois de 3-4 séances, parfois un peu plus longs. Nous allons essayer de comprendre ce qui à l'époque permettait à l'aide des chandeliers japonais, mais pas seulement, d'anticiper plusieurs séances de rebonds techniques, ce qui pour l'instant n'est pas le cas, donc à quelques heures, enfin demain 24 heures, de la conférence de presse de Mario Draghi. Alors le chiffre, je vous le montre, on le regarde. J'ai 3-4 graphiques fondamentaux à vous montrer. Et ensuite on passera sur un point de marché classique. 11 078 points pour le Dow Jones FXM Dollar Index. 1,2587 pour la paire euro-dollar. Il n'y a pas non plus une volatilité énorme. On parlera aussi assez largement des indices boursiers. Où finalement on a une espèce de phase neutre qui dure maintenant depuis 6 ou 7 séances. Je pense toujours que cela peut se terminer par une sortie par le bas. On en fera un tour d'horizon complet. CAC, DAX, Eurostoxx 50, MIB, IMEX, le FTSE, vous avez un papier qui vient de tomber sur le site, l'US 30, le SPX 500 ainsi que le Nasdaq 100, sans oublier le SMI et la US 200, et enfin le JPN 225, finalement l'ensemble des indices que vous pouvez négocier chez FXEM grâce au CFD. Alors quels sont les graphiques importants qui aujourd'hui entretiennent les mouvements de la paire euro-dollar? Il y a eu un certain nombre de nouvelles, moi j'en retiens deux. Alors ce matin nous avions l'estimation finale des PMI manufacturiers au sein de la zone euro, donc pour tous les pays, l'Italie, l'Espagne, la France, l'Allemagne, etc. Moi j'ai retenu celui de l'Allemagne, puisqu'au fond ce matin, si vous observez les chandeliers, disons 15 minutes de l'eurodoll, vous allez voir qu'il y a eu un décalage à 9h55, et c'est à 9h55 que nous avions eu donc la publication de ce que vous avez sous les yeux, sous la forme d'un histogramme, le PMI manufacturier de l'Allemagne qui passe pour la première fois depuis un an sous le seuil des 50. Donc les perspectives industrielles en Allemagne continuent de ralentir et voire même passer sous 50, c'est plutôt quelque chose d'assez négatif. En tout cas, c'est ça qui a entretenu le mouvement de baisse de la paire euro-dollar. Et sinon, rapidement, il s'agit ici de données que vous pouvez d'ailleurs vous-même trouver sur le site de la Banque Centrale Européenne qui met à disposition une base de données, c'est gratuit. Et donc il s'agit de quelque chose qui va encore au-delà de notre indice devise euro-index. Il s'agit de la tendance générale de l'euro, non pas face à 4 monnaies, mais face à 18 monnaies. Donc c'est le taux de change nominal de l'euro, c'est une moyenne pondérée face à 18 monnaies. Et donc vous ne pouvez constater que cette phase baissière est importante et surtout que le marché redécouvre donc les niveaux remontant à l'année 2012. Alors, comment voir venir un rebond de l'euro-dollar? En clair, je pense qu'à un moment ou à un autre, va arriver une clôture journalière qui portera en elle beaucoup d'espoir. Qui portera en elle beaucoup d'espoir. Donc justement là, on voit que l'euro tient toujours c'est un 25,80. Pourquoi est-ce que je parle d'une séance qui portera en elle beaucoup d'espoir? Eh bien, je me suis en fait penché sur ce qui s'était passé en 2011 et en 2012, puisque l'euro a déjà connu des phases baissières de cette nature-là, toujours d'ailleurs bien couvertes par des obliques baissières. Alors généralement, lorsqu'on les cassait à la hausse, on partait pour au moins 4 à 5 séances de rebond technique. Mais si vous regardez à l'époque ce qui s'était passé, on avait eu dans un premier temps un chandelier japonais, disons de retournement de tendance, mais il était impératif que ce chandelier soit confirmé par une séance positive le lendemain. Et ça c'est très important, il faut une confirmation immédiate pour derrière avoir 200 pips, 300 de rebond technique. Alors c'est pour bientôt, je pense. Demain, je sais pas, on verra. Aujourd'hui, à voir. En tout cas,
Regardez donc ce qui s'était passé à l'époque. Ici, nous avions eu, on va passer sur un graphique en temps réel, ce sera plus simple. Là, vous l'avez en temps réel. Alors là, nous sommes toujours justement sur la paire euro-dollar couvert par cette oblique de tendance baissière. Elle n'est pas cassée. Et à l'intérieur de ce canal de baisse, sur la paire euro-dollar en données journalières, eh bien, nous avons une oblique de résistance encore plus pentue qui, bon, dessine plus ou moins encore une compression. Alors vous allez me dire, mais on a déjà eu dans cette baisse de l'eurodoll, par exemple, voilà, j'avais fait référence en effet à ce chandelier du 25 septembre sur un 27,50. Sauf qu'il n'a absolument pas été confirmé, il a même été invalidé dès la séance du lendemain. Ce qui était complètement différent, et honnêtement faites ce travail, je pense que c'est assez facile à faire. On revient ici dans le temps, et voilà, on retrouve donc cette phase baissière impulsive de l'époque. Exactement comme aujourd'hui, hein. L'eurodoll avait ici coulé de 1,45 à 1,30 en ligne droite, ici il avait coulé de 1,42 à 1,27 en ligne droite, à nouveau de 1,32 à 1,22, enfin bref, des mouvements de baisse de 1000 à 1500 pips qui avaient été interrompus par un chandelier journalier bien particulier. Donc nous avions eu ici le 12 septembre 2011 un marteau, nous avions eu ici le 4 septembre 2011 une ligne pénétrante haussière, et à chaque fois ça avait été confirmé par une clôture du lendemain supérieure à la clôture de la veille, et derrière avait suivi au moins 200 pips de rebond. Donc c'est ce qui s'est produit ici en octobre 2011, c'est ce qui s'était produit en janvier 2012, c'est ce qui s'était produit en juin 2012, et à nouveau ici en juillet 2012. En clair, il y a plusieurs façons d'intervenir. On peut agir en intraday, attraper des mèches basses, agir par exemple là sur un 25,80 qui est un bas de canal, mais tout ça pour dire que le jour où vous aurez cette clôture jour et cette clôture du lendemain très favorable, je pense qu'il sera temps peut-être de charger, si vous me permettez l'expression, dans le sens de la hausse, pour voir venir enfin un rebond technique. Alors, cette situation entre l'été 2011 et l'été 2012, je la trouve intéressante, mais je vais continuer. Je pense que on peut avoir un rebond technique, certes, mais que derrière la baisse reprendra et que le marché ira à 1,20 $. Il y a une zone qui m'intéresse, c'est celle qui est comprise entre 1,20 et 1,25. Pourquoi est-ce qu'elle m'intéresse? Parce que toujours en chandelier journalier, c'est entre 1,18 $ et 1,25 $ qu'en juin 2010, l'euro-dollar avait construit une pattern en épaule, tête-épaule inversée. Et c'est à nouveau entre 1,20 $ et 1,24 qu'à l'été 2012, l'euro-dollar avait construit une pattern d'inversion de tendance. Alors peut-être que cette fois-ci, on cassera les 1,20, ce qui est possible compte tenu d'un certain nombre de nouveautés. Mais tout ça pour dire que nous allons rentrer dans une zone où, dans le pire des cas, le marché va connaître une stabilisation, au moins une phase latérale. Alors voilà comment je vois les choses. Dans un premier temps, il va falloir être très observateur des clôtures journalières. Et dès qu'elle sera confirmée le lendemain, eh bien, je pense que derrière nous aurons 200-250 pips, voire au fond même, on pourra croire à un chandelier haussier, comme finalement nous n'en avons pas vu depuis plusieurs semaines hein, sur la paire euro-dollar. Et derrière, comment donc peut-on envisager les choses? Donc, je reviens maintenant sur les cours de l'euro-dollar en temps réel. On retrouve ces fameux, ici, chandeliers journaliers. Alors, si on se concentre justement sur le mouvement depuis la cassure des 1,3350, nous n'avons pas eu jusqu'à présent de chandelier daily d'inflexion. Nous n'en avons tout simplement pas eu, les cours étant restés bien couverts ici par cette oblique de tendance. Celui d'hier n'est pas ce qu'on peut appeler un chandelier très favorable. Qu'en sera-t-il du chandelier du jour? Eh bien, je pense que si par exemple aujourd'hui l'euro-dollar clôturait au-dessus des 1,26 60, 1,26 80, nous aurions peut-être ce chandelier ici intéressant pour au moins viser un retour dans la partie haute du canal. Sauf que pour le moment, eh bien, on travaille les points bas d'hier, mais il est vrai que voilà, nous sommes là-dedans. Donc, je pense que bientôt, très bientôt, l'analyse technique sera en mesure de vous dire et de vous donner le top départ. Et nous sommes probablement dans des starting blocks. Alors maintenant l'USD-CHF, puisque là aussi forcément c'est le même raisonnement mais à l'envers, je vais le prendre, l'USD-CHF, le voici. L'USD-CHF, eh bien peut-être que nous retrouvons le même type de compression à court terme sur ce marché, et c'est aussi peut-être ce qui commence à apparaître sur l'USD-Yen. Alors j'avais une espèce, alors soyons prudents, mais une esquisse de biseau, d'essoufflement, enfin bref, on va pas évoquer un biseau, mais de compression sous les 110, quelque chose
qui se met en place. Et je pense que nous y sommes bientôt. Mais voilà, demain nous avons donc un événement qui peut créer beaucoup de vols. En tout cas, ce que vous avez, je pense, ici sur l'euro-dollar, c'est vous avez besoin de patience, je pense. Il y a une possibilité d'intervenir dans le bas du canal. D'ailleurs, si hier vous avez acheté le bas de canal, vous êtes normalement en gain puisqu'il passe à 1,2570 et qu'on le tient. Rejoindre la partie haute du canal, en réalité, ce serait un pullback en direction des 1,2750, ce qui est de l'ordre du possible. Mais donc concentrez-vous sur vos chandeliers d'Ali. Je pense que si je reviens sur ce qui s'était passé entre l'été 2011 et l'été 2012, si on a le même type de configuration, c'est pas pour viser un 27,50, c'est pour viser plus. C'est-à-dire que on va casser à la hausse cette oblique de tendance baissière là, et peut-être rejoindre un 28,50, un 29, voire un 30, voire un 30. Lorsque j'aurai quelque chose de similaire à ce qu'on avait pu avoir par le passé entre l'été 2011 et l'été 2012, eh bien je pense que je pourrais donner un top départ sans trop d'hésitation. Voilà, réellement concentrez-vous sur ces structures-là. Au moins un grand corps positif, au moins un chandelier qui verrait l'ouverture tout en bas et la clôture tout en haut, ou une mèche basse, et une clôture tout en haut, car au fond, si vous prenez vos chandeliers japonais de l'euro-dollar, ça fait combien de temps que nous n'en avons pas eu avec une clôture tout en haut? Donc déjà, ce serait vraiment nouveau, un euro-dollar capable de clôturer au plus haut de la séance, avec un grand corps favorable. Et ben derrière, cela annoncera, je pense, plusieurs séances consécutives de rebond technique. Donc voilà, c'est cette approche-là que je vous propose, étant donné que ce que vit actuellement l'euro-dollar, il l'a déjà vécu 2 fois par le passé. Et d'ailleurs, voilà, donc j'aime bien donc cette phase entre l'été 2011 et l'été 2012. L'USD Yen rapidement parce que là aussi je pense qu'il faut la surveiller. L'USD Yen a atteint les 110, bon c'est l'objectif depuis la cassure des 105,50. Là aussi je pense que vous pouvez passer sur vos graphiques H4. Nous avons quelque chose qui s'essouffle sur l'USD Yen. Et je pense que si le marché sort par le bas de cette config, il reviendra rapidement en direction des 108,20. Reste donc qu'il faut en sortir, mais en tout cas, si vous aviez par exemple hier sur le site une stratégie combinée Nikkei 225 USD Yen qui consistait à vendre agressivement les 110 yens, ce qui au fond du point de vue du rendement risque est toujours de l'ordre du possible étant donné que le point est à 25 pips. Bon, on a fait pile poil le niveau, mais voilà, c'est pas exagéré de placer le stop au-dessus, sachant que si les cours sortent de cette figure, le marché reviendrait rapidement en direction des 108,24. Alors, est-ce que ce mouvement peut intervenir demain avec la Banque Centrale Européenne ou vendredi avec le NFP? Soit l'un, soit l'autre, soit les deux. En tout cas, je pense que quelque chose va avoir lieu cette semaine. Donc voilà pour l'euro-dollar, l'USD CHF, où vous avez probablement un parallèle à faire avec vos chandeliers journaliers, donc en 4 heures pour affiner entre l'USD Yen et l'USD CHF. Peut-être quelque chose d'intéressant qui derrière traduit ce que pourrait faire l'euro-dollar, sachant que pour l'instant, vous n'avez pas de signal donné, mais en tout cas, voilà, ce sont des choses qu'il faut surveiller. Le GBP USD. Le GBP reste une monnaie forte, mais vous le savez, le GBP partage avec le dollar américain le statut de devise leader. Forcément, lorsqu'on confronte les deux numéros 1 ensemble, cela donne quelque chose qui n'est pas exceptionnel, et même qui est légèrement baissé sur le GBP USD. Bon, sachant qu'on vous a parlé d'un certain nombre de paires en livres sterling, vous aviez de quoi jouer avec le GBP AUD à la hausse, le GBP NZD ou encore l'euro GBP à la baisse. D'ailleurs, on va en parler de l'euro GBP car là aussi, il y a probablement une stratégie et ça me conforte aussi dans cette possibilité de voir peut-être euro enfin rebondir. Qu'est-ce que c'est un rebond technique? Ce sont des positions vendeuses qui décident de prendre des bénéfices, sachant que lorsqu'on a dans un portefeuille FX 1000 à 1500 pips de gains latents, arrive un moment ou un autre où le marché ou l'investisseur veut les sécuriser. Donc le GBP USD, lui, il y a un seuil important qui le tient. C'est cette mèche là, en fait il s'agit du niveau des 1,6160. Je me suis probablement précipité sur les 1,6280, cependant
Donc c'est pour ça que je pense qu'un vrai signal sera donné maintenant si on les casse à la hausse, c'est 62,80. Mais voilà, je pense qu'à court terme, nous pouvons justement revenir chercher ces 62,80. En tout cas, tant que les 61,60 font office de support. J'admets que du point de vue du positionnement du stop de protection, on est un peu loin maintenant du niveau, ce qui n'est peut-être pas le cas de l'USD Yen qui est toujours à proximité de ses 110 yens. Donc voilà pour ces paires de devises majeures. Maintenant les indices boursiers, je ne change pas d'avis depuis le début de l'année. Sachant que ces séances du CAC 40 parfois me donnent des sueurs froides, donc j'essaye de prendre malgré tout du recul. 4430 points restent depuis 8 séances la première résistance, et à chaque fois que le marché a testé 4430 points, le marché l'a vendu. Et donc c'est ce qui se passe encore aujourd'hui. D'ailleurs, vous aviez hier une opportunité de vente sur l'indice Dow Jones. Vous avez une alerte qui a été publiée sur le site vous invitant à vendre les 17 150 points, étant potentiellement la hauteur de l'épaule droite d'une structure en épaule, tête-épaule, avec une ligne de coup à 16 927 points. Sauf que quelque chose me gêne sur les indices US. Mais bon, voilà donc ce que je vous propose. Ici, vous avez un graphique qui superpose en données journalières l'indice S&P 500 et l'indice Dow Jones 30. Autant le Dow Jones, je crains sa chute. C'est-à-dire que je le vois vraiment casser 16 927 points. Bon, je ne suis pas devin, mais en tout cas, c'est ce que je pense tant qu'on sera sous 17 150. Idem sur le DAX. Bon, le FTSE, n'en parlons pas. Le CAC sous 4430, au fond je me pose pas trop de questions. Par contre, voilà que le S&P 500 me fait une figure là, qui, si je n'avais pas d'autres indices, serait plutôt bullish. C'est-à-dire que le SP500, c'est une espèce de compression, je ne parlerai pas d'un biseau descendant, mais peut-être plutôt d'un fanion, toujours au-dessus de cette oblique de tendance haussière en place depuis le 16 novembre 2012. Donc, je suis méfiant, mais je garde le cap. Et je surveille un seul niveau. Le support ici à 16 927 points sur l'indice Dow Jones. Un second niveau, la résistance à 17 150. Et c'est certain que si cette résistance à 17 150 devait être franchie à la hausse, autant vous dire que c'est le SP500 qui gagnerait. Et donc nous aurions vraiment cette structure de pause avant relance haussière. Par contre, voilà, si vraiment j'ai une cassure de ce niveau sur le Dow Jones, ce serait compliqué, je pense, pour l'ensemble des marchés actions, S&P 500 compris. Pourquoi les indices US me dérangent? Parce que je soupçonne la formation d'une tête-épaule sur le Dow Jones, mais j'ai un fanion plutôt aux implications haussières sur le SP500. Et enfin, pour me rendre la tâche plus compliquée, j'ai une structure élargie, un triangle élargi sur le Nasdaq 100. Donc rien de mieux pour brouiller les pistes. Et enfin, pour terminer de brouiller les pistes, un biseau descendant sur le RSI journalier du Nasdaq 100. Donc c'est compliqué. Et je choisis le Dow Jones. Voilà. Donc je surveille ce support et je crains sa rupture tant que le marché se maintient sous les 17 150 points. Le CAC, nous en avons parlé en restant parfaitement factuel, c'est un range. Donc au final, je dois admettre que à chaque fois que le marché a testé 4350, l'achat portait ses fruits. Et à chaque fois que le marché a testé la résistance à 4430, l'achat portait ses fruits. Voilà. Ça, je pense qu'au moins, lui, il est assez limpide. Lequel porte en lui des espoirs baissiers, façon de parler. C'est le DAX. Le DAX, forcément, quel que soit l'horizon de temps d'ailleurs. Ce que j'apprécie sur le DAX, c'est que la résistance à 9480 points a été vendue hier et qu'elle semble à nouveau être vendue par le marché. Et donc, pour les tendances de fond, j'ai plutôt tendance à faire confiance au DAX. Donc, sous 9480 à court terme, il y a toujours un risque que ce marché retourne chercher les 9000 points. Les 9000 points qui sont les plus bas. Alors les plus bas pas forcément de l'été dernier, mais en fait il s'agit des plus bas depuis le début de l'année, puisque le DAX est dans une phase latérale depuis 8 mois maintenant, 8 mois, entre 9000 et 10 000 points. Alors,
y a-t-il un indice composite qui pourrait nous mettre d'accord? Alors je vais regarder l'Eurostoxx 50. Et là, autant vous dire que là aussi, je pense qu'il donne des sueurs froides. C'est-à-dire que certains ont pu, par exemple, croire qu'on sortait par le haut d'un fanion. Ce matin, l'Eurostoxx 50 tente d'accélérer et non, il est bloqué net par la résistance à 3240. Je pense que ce marché est sous pression depuis cette séance ici du 19 septembre. Donc c'était bon, c'était pas vraiment un doji pierre tombale, mais c'est entre l'étoile filante et le doji pierre tombale, peu importe. Il y a deux écoles. Il y a ceux qui pensent que le marché a fait un double top majeur et ceux qui pensent qu'on est dans une simple phase latérale de pause, un peu à l'image de ce que ferait le SP500 avant de repartir à la hausse. Donc vous voyez que l'analyse technique brouille les pistes. Cependant, je considère que le risque est à la baisse et la séance du jour, pour le moment, donne plutôt raison. Alors ce matin, lorsque j'ai ouvert mes graphiques, on était au plus haut. Mais en même temps, je ne pensais pas que le marché était en mesure d'accélérer. Et finalement, nouvelle mèche haute. Donc, pas aujourd'hui de nouvelles informations techniques, si ce n'est le fait que nous sommes toujours sous pression. Et ce depuis le 5 septembre, mais surtout depuis le 19 septembre, avec, en utilisant l'indicateur technique Ishimoku, toujours la semaine prochaine qui m'inquiète, avec ce croisement ici sur l'Eurostoxx 50. Mais nous avons sur le CAC et le DAX des choses assez similaires. Et donc je vais mettre ici le CAC. Et voilà ce que je surveille. Donc en clair, je suis dans l'expectative. Et si je devais faire la synthèse de tout ça et vous donner deux niveaux à surveiller, on va dire 4 niveaux pour les deux sens. Deux résistances. Celle du CAC à 4430 et celle du Dow Jones à 17150. Deux supports. Celle du CAC à 4350 et celui du Dow Jones à 16927. La première clôture jour de part et d'autre permettra de trancher définitivement. Donc j'apprécie ce que fait le GBP USD depuis les 1,60 et 1,60 et il semble en route vers les 1,6280 et la MM 20 jours. Là aussi, je pense qu'on peut viser ces 62,80 et lorsqu'ils seront cassés à la hausse, cette fois-ci, ça repartira fort. À l'image de ce que le GBP USD a peut-être fait ici entre le 9 septembre et le 19 septembre. L'eurodoll, donc l'eurodoll, il y a quand même une nouveauté par rapport à ce que faisait l'eurodoll depuis la mi-septembre, c'est que si le marché devait clôturer aujourd'hui, nous n'inscrivons pas de nouveaux plus bas qu'hier. Donc ça c'est vraiment nouveau. Hein, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça sur l'eurodoll. Ce qui m'invite à penser qu'on peut peut-être interrompre cette phase de chute libre entre 1,2850 et 1,2570 pour effectuer un mouvement de retour en direction des 1,2750. Le signal sera donné par la cassure des 1,2660. Et je pense qu'une simple clôture 4 heures au-dessus des 1,2660 sera un signal d'accélération. En tout cas, soit vous êtes passé long dans le bas du canal à 1,2570. Par contre, ceux qui sont tenants jusqu'au boutisme de cette tendance baissière, la première résistance évidente que je vois c'est 1,2750. Et j'aurais tendance à me méfier de cette oblique de résistance depuis le 24 septembre qui est quand même beaucoup trop pentue pour tenir éternellement, ce qui est probablement moins le cas de celle qui existe depuis la mi-août. Voilà donc pour ces marchés. Alors, je vais être transparent aussi sur les cours du pétrole, puisque hier j'ai écrit un article qui disait quoi en substance. Je vais le chercher, le voici. Donc hier j'ai écrit un article sur le site, vous l'avez lu ou pas, qui expliquait, dont le titre était suivi de nos stratégies d'achat, remonter les stops. Et dans l'article, il était expliqué que le WTI surperformait, qu'il était le seul candidat à des stratégies d'achat, sachant que le Brent, il fallait casser à la hausse la résistance des 97,50, ce qui n'a absolument pas été le cas, et même le support a été cassé. Donc je pense que ce marché peut tendre, en tout cas le Brent, vers maintenant de nouveaux plus bas.
Le WTI, nous avons une résistance ici à 95 $ qu'il fallait franchir pour accélérer. C'est un niveau qui était mis en avant hier. Et voilà que le WTI retombe sur ce niveau des 91,20 $. Faut-il y aller? C'est peut-être ça la question que vous vous posez. Faut-il tenter? Faut-il à nouveau utiliser le support du WTI pour tenter un long? Ma réponse sera oui du point de vue du money management, sachant que là le risque il sera réduit à un stop de quelques dizaines de dollars. Par contre, c'est un peu gênant que le Brent ait cassé son support. Et au fond, là où c'est gênant, c'est que le chandelier d'hier avale quand même 1, 2, 3, 4, 5 séances consécutives de hausse. Donc, au niveau actuel, je serais quand même nettement plus méfiant ici sur ce niveau du WTI qui surperforme, ça c'est certain. Mais la surperformance, ça peut cacher plusieurs réalités. Et là, simplement, il baisse moins vite. Alors par contre, il y a un contrat d'énergie sur lequel il a fallu être patient, mais qui est fini donc par bien partir. C'est donc notre stratégie d'achat du support à 3,75 sur les cours du gaz naturel, avec la cassure d'une résistance à 4,10. Un premier objectif est en phase d'approche. Il se trouve à 4,22 $. Et donc je pense que là, le marché peut aller chercher. Si mes souvenirs sont bons, demain, nous avons les stocks de gaz naturel comme chaque semaine aux États-Unis. Mais là, je pense que le mouvement peut se poursuivre. Et donc, il est possible que les 4,22 soient franchis à la hausse cette fois-ci. Qu'on a cherché cette ancienne oblique. Bon, elle passe vers les 4,40, 4,50. Et si je travaille ce mouvement en retracement, voilà. Bon, enfin, en tout cas, c'est parti. Ça a pris du temps, mais c'est parti. Donc voilà, je vous remontre ici l'euro-dollar. Vous voyez qu'il y a quand même beaucoup d'incertitudes. C'est la question que je posais d'ailleurs tout à l'heure. Comment anticiper une inversion de tendance d'un couteau qui tombe? On pouvait se poser la même question sur l'AUD et USD par exemple. En tout cas, l'euro-dollar a déjà connu des phases comme ça. Et donc, je vous invite à reparcourir tous les chandeliers journaliers entre juillet 2011 et juillet 2012 et vous allez avoir la réponse. Alors justement, qu'en est-il de l'autre, l'AUD-USD? Eh bien, l'AUD-USD fait aussi peut-être quelque chose d'intéressant. Alors, l'AUD-USD teste ses plus bas annuels, c'est clair. Les voici. 0,8660, pile poil. Un plus bas annuel. Il y a quelque chose que moi j'apprécie en analyse technique qui est celui du premier test. Sauf que sur l'euro-dollar par exemple, lorsqu'on est revenu la première fois sur 1,2750, on a fait une touchette, ça a tenu 1 heure et ça a cassé. C'est un fait. L'AUD-USD pourrait lui aussi réaliser un chandelier intéressant. J'aimerais le voir clôturer au plus haut du jour. Une clôture 0,8750 dirons-nous, je pense, serait le signal d'au moins l'équivalent du jour en rebond technique. Donc peut-être au moins une centaine de pips de plus et aller chercher par exemple 0,8830, la moyenne mobile exponentielle à 10 jours qui cadre parfaitement le chemin de baisse en place depuis le rejet sous le canal baissier de moyen terme, ici le 5 septembre. Donc, je pense qu'après avoir fait ce tour d'horizon, vous devez comprendre que le timing n'est plus aux achats du dollar US, qu'il s'agisse du GBP USD, de l'eurodoll, de l'AUD USD, de l'USD Yen ou encore de l'USD CHF. Est-il opportun de le shorter? Les plus agressifs d'entre vous le peuvent, et d'ailleurs vous êtes déjà peut-être en gain si vous avez acheté 0,8660 sur la UD USD ou encore le bas de canal hier de l'eurodoll. Et enfin,
la première clôture journalière favorable du point de vue des chandeliers, et ils sont répertoriés sur le site dans une alerte, hein, donc dans la colonne de gauche sur le site, vous donnera le signal d'au moins 2 à 3 jours de rebond technique et donc de consolidation du dollar US. Donc en tout cas j'attendrai avec grande impatience ce chandelier jour de l'euro-doll. L'euro GBP maintenant, qu'en est-il? Là aussi on va appliquer un concept qui est simple. Vous allez faire exactement pareil que sur la UD-USD, c'est le concept du premier test. C'est un niveau énorme, 0,80, 0,7750. Je pense même que ça peut valoir le coup de juste laisser traîner un ordre, c'est-à-dire d'ouvrir la plateforme. Ce sont des recommandations à titre indicatif, hein, soyons en accord là-dessus. Cependant, c'est un niveau énorme, 0,7750. Et généralement, l'euro GBP, c'est quand même un mouvement baissier, mais qui est construit. C'est-à-dire que lorsqu'on casse un niveau, on retourne le tester. Et le niveau qu'on pourrait retourner tester, ce serait 0,7850, 70. Au moins 0,7810. Donc, en tout cas, ce niveau horizontal est renforcé aussi par un bas de canal. Un bas de canal baissier. Donc, voilà, moi, il m'intéresse pour ça. Pour le rebond technique. Donc il y a beaucoup de conditions, mais on voit quand même que quelque chose se met en place sur ces marchés. Alors un œil au calendrier économique, et notamment donc ici, les prochains chiffres sont à 3h45 et à 16h. Bon, ce sont des statistiques américaines, donc à 16h notamment, le PMI manufacturier, le marché l'attend sur ses sommets annuels, même beaucoup plus que ça. Donc je pense qu'il peut se passer quelque chose à 16h. Le marché attend un indicateur avancé donc dans l'industrie aux États-Unis sur ses plus hauts probablement de 3 ou 4 ans. Donc ça c'est un chiffre important. Le consensus se situe à 59. Forcément, si comme c'est le cas depuis plusieurs semaines, si le chiffre est encore exceptionnellement bon, ce n'est pas aujourd'hui que vous aurez vos chandeliers d'inversion de tendance. Donc, peut-être que quelque chose, à partir de 16h, pourra démarrer. Il faudrait pour cela que cet indicateur, attendu à 59 par le marché, 58,5 pardon, s'inscrive en deçà du consensus. Et là, je pense que nous aurions ces fameux chandeliers japonais en date donc du 1er octobre. Une certitude, un jour, ils seront là. Le doute, c'est la journée. Et ça, malheureusement, personne n'est devin. Donc à 16h, nous serons actifs, hein, notamment sur la file Real Time News, pour commenter ce chiffre et son impact sur les paires majeures. Et donc, s'il y a du mouvement sur les indices boursiers, ok. Mais bon, voilà, je pense les avoir bien cadrés tout à l'heure. Alors, il y en a d'autres, hein, bien sûr. Vous avez l'indice Nikkei 225. Je pense que le Nikkei 225 peut revenir chercher les 15 900 points. Il y a un support à 15 900 points, c'est cette ancienne oblique qui attrape tous les tops. Donc je pense que le Nikkei pourrait casser 16 050 et voilà, revenir chercher ici 15 009, c'est pas non plus hyper dynamique. Je vous remonte cette structure de long terme sur l'indice SMI. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais en tout cas, sous les 8900 points, j'invite à vendre. J'invite à le vendre sous les 8900 points. En tout cas, un stop de protection au-dessus des 8900 points. Ici sur cet indice, parce que si on casse à la hausse, eh bien cette figure sera 100% invalidée. Et donc gardez en tête tous les niveaux dont j'ai parlé tout à l'heure. Et je me rends maintenant sur le chat pour regarder vos questions. Alors donc je vois, l'USD Yen, il y a des questions massives sur l'USD Yen. Donc l'USD Yen, on va zoomer en H4. Vous allez voir, il y a un biseau ascendant. Bon, après vous allez me dire que je vois des biseaux partout. Mais bon, en tout cas, j'aime ce genre de figure. Voilà ce que nous avons sur l'USD Yen en H4. Ça fait quand même longtemps, je trouve que c'est propre.
C'est net et sans bavure. Et le dernier mouvement, la dernière touchette était pile à 110 yens. En clair, je pense que si vous avez vendu 110 yens, vous avez une bonne stratégie de trading. Et je pense que si on casse 109,45 aujourd'hui, dans une heure par exemple, ça va accélérer en direction des 108,20. Donc voilà, c'est un beau trade sur l'USD Yen. Le calendrier de la Fed. Alors, bien sûr que je le peux, le voici. Donc voilà le lien. Donc je le mets dans le chat. Voilà le calendrier des prochains événements de la Fed. Les dates à retenir sont les suivantes. Nous sommes le 1er octobre 2014. Il faut retenir le 29 octobre 2014 et le 17 décembre 2014. Celle du 29 octobre, il n'y aura pas de conférence de presse. Celle du 17, il y aura conférence de presse. Ce qui m'invite à penser que c'est le 17 décembre que le QO3 pourrait être terminé, parce que il va falloir qu'on rentre dans une phase de questions-réponses avec Janet Yellen, et c'est une fois sur deux. Le SMI, donc voilà, bon, donc en effet, le Yuka 100 s'enfonce. Je sais, Olivier 75, j'essaie de faire au mieux pour éviter les répétitions. Alors maintenant, GBP CHF et NZD CAD. Alors, GBP CHF et NZD CAD. Le GBP CHF, il monte toujours, sauf que ça fait un certain temps qu'on n'a pas eu un vrai chandelier sans mèche haute. Je pense que je reste haussier tant qu'on tient ici, c'est un 54,32, et à terme je le resterai, surtout à long terme. Par contre, il y a une ligne de tendance ici qui est assez éloignée du. Enfin, on peut revenir en fait se poser dans cette zone là. Mais ça reste pour le moment bullish, hein. On en avait parlé, je crois, la dernière fois à la clôture de ce 24 septembre. Donc ça m'invite à penser que viendra un jour où l'euro GBP cassera les 0,7750. Mais probablement pas au tout premier test. À moins, et ça forcément les choses nous échappent, que la Banque Centrale Européenne annonce, il y a des rumeurs de plus en plus pressantes, pas forcément pour cette année, un quantitative easing. Qu'est-ce que c'est un quantitative easing? C'est une intervention directe de la Banque Centrale Européenne via l'utilisation de son bilan sur les actifs financiers. C'est-à-dire qu'elle ne passe pas par un intermédiaire. L'intermédiaire récurrent, c'est le réseau des banques commerciales. Ce serait une intervention en direct. Mais c'est probable que cette mesure soit conservée pour plus tard. Après, tout est possible. Regardez encore ce matin les perspectives industrielles de l'Allemagne mesurées par le PMI manufacturier. On voit que la situation au sein de la zone euro reste compliquée. En tout cas, ça reste haussier. Je pense qu'il faut tenir des longs, notamment si vous l'êtes depuis. En fait, on vous en parle depuis ça. N'oubliez pas que c'est inversement corrélé à peu de choses près à l'euro GBP, qui peut effectuer un mouvement de retour en direction des 0,7873, dès lors qu'il aura testé pile poil 0,7750. Donc, ce qui peut appeler à une respiration en direction des 1,5430. Maintenant, il y a une question sur le NZD CAD. Le NZD CAD, ça fait longtemps que je ne l'ai pas regardé, et donc je vais le charger tout de suite. Alors, il a coulé, hein, voilà, ça c'est sûr. Il a même chuté en ligne droite. Il faut que je prenne le temps de le regarder. En données hebdomadaires, donc ce sera pour vendredi. On commence quand même ici à faire une mèche basse, c'est certain. Maintenant c'est survendu, etc. Mais
je ne peux pas me prononcer sur sa capacité à revenir tester, disons par exemple 0,8985, sans avoir une clôture weekly favorable. Bon, par contre, le chandelier d'hier, euh, dans l'esprit, on retrouve la ligne pénétrante haussière. Je pense qu'à très court terme, nous allons encore rebondir et probablement aller chercher 0,8840 dans le cadre donc d'un rebond technique. 0,8840 par rapport à la pattern ici en chandelier japonais, et puis nous avons quand même un écart qui est désormais extrêmement élevé à un certain nombre de trendlines. Donc plus un processus de retour à la moyenne. Donc oui, aller chercher 0,8850 me semble dans l'ordre du possible lorsque j'étudie le chandelier japonais d'hier. Donc l'eurodoll. Donc voilà, vous l'avez compris, pour l'eurodoll, il faut clairement, honnêtement, prenez le temps tout à l'heure de regarder. Voilà, c'est ce qu'on avait fait à l'époque. Bon, autant vous dire que pour un jour construire une figure comme ça, déjà aucune certitude qu'on va la construire entre un 20 ou 25, mais regardez simplement, euh, regardez, je vais zoomer, voilà, qu'est-ce qui interrompt un couteau qui tombe? Ce type de chandelier par exemple. Clairement, on sait que quand on voit ça, et que le lendemain on préserve le cours de clôture, on a fait combien? On a fait 36,80, on a fait 200 de rebond. Donc là c'est pareil, ça chute, là on a une ligne pénétrante haussière qui est parfaite, et au moins aussi important que la configuration en elle-même, la clôture du lendemain préserve la clôture de la veille. Et derrière, ça part. La phase actuelle, elle ressemble beaucoup à celle-là, celle entre 1,42 et 1,26, donc celle entre octobre 2011 et janvier 2012. Qu'est-ce qu'on avait eu finalement comme signal? Tout simplement la cassure de l'oblique, hein, l'oblique de résistance, qui actuellement passe à un 27,50 sur l'eurodoll. Mais on avait eu, donc bien sûr, cette séance ici du 18 janvier qui permettait d'avoir une clôture jour au-dessus de l'oblique. Et puis alors là, on confirmait clairement le lendemain, c'était évident qu'on allait rentrer en retracement, cette phase-là. Et puis on avait pris le temps de construire ici une base. Et on a d'autres exemples, notamment ici, donc celui du 1er janvier 2012, juin 2012, ou encore celui du 25 juillet 2012. Maintenant, si j'en reviens ici à nos moutons, imaginons que l'euro-dollar s'affranchisse de cette oblique qu'on peut, je pense, bien tracer en données 4 heures depuis le 24 septembre. On ira rechercher la partie haute du canal ici, un 27,50. Qu'est-ce qui se passe si on casse à la hausse un 27,50? On retrace ce mouvement-là. Et disons entre 38,2 et 50 vu la force du mouvement de baisse. Donc, ce qui peut nous amener finalement chercher celle-là, entre un 28,80 et un 29,80, dès lors que nous aurions une cassure jour des 1,27,50. Et j'ai presque même envie de dire que la stratégie la plus prudente, c'est de payer la clôture. Vous voyez qu'on clôture au plus haut, qu'on va faire ce chandelier très favorable. Vous attendez 20-25 minutes avant la clôture jour. Vous savez que vous avez un chandelier qui porte en lui des anticipations haussières de court terme, et c'est à ce moment-là qu'on peut tenter de se positionner, ou le surlendemain, lorsqu'on revient travailler la partie supérieure, lorsqu'on le retrace en partie, mais de manière très légère. Payer un 25,70 comme hier le bas de canal, c'est agressif, mais ça manque énormément de confirmation. Donc ça reste risqué. Enfin voilà, comment, c'est un peu la façon dont je vois les choses et que je vous propose maintenant. Et enfin, donc pour terminer sur ces indices vraiment US, le dos, voilà, vraiment le dos, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Finalement, chaque matin, j'écris plus ou moins la même chose puisque les niveaux sont les mêmes, ils sont limpides. Reste à avoir le signal et donc une clôture D1. Je remets l'USD Yen en données 4 heures, où là nous avons quand même sur l'USD Yen pas loin, nous sommes pas loin d'avoir un signal de vente en données 4 heures, ce
qui serait clairement le cas si on recassait les 109,50, puisque là c'est cette pattern d'essoufflement qui devient valide. Voilà, donc il est 15h02, je vous remercie d'avoir assisté à ce point de marché. Il y a un chiffre important qui est à 16h, autre chiffre important à 16h qui peut soit entretenir ce qu'on observe maintenant, notamment sur l'USD Yen, soit en cas à nouveau de chiffres transcendentalement bons pour les États-Unis, relancer cette force du dollar US. Merci à tous et à demain.